Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et idées des arts. Collection dirigée par Bruno Pequigno. Cette collection accueille des essais chronologiques, des monographies et des traités d'historiens, critiques et artistes d'hier et d'aujourd'hui. À la croisée de l'histoire et de l'esthétique, elle se propose de répondre à l'attente d'un public qui veut en savoir plus sur les multiples courants, tendances, mouvements, groupes, sensibilités et personnalités qui construisent le grand récit de l'histoire de l'art, là où les moyens et les choix expressifs adoptés se conjuguent avec les concepts et les options philosophiques qui depuis toujours nourrissent l'art en profondeur. Dernière parution. Jean-François Duval, Vanessa Varvenne, Edgar Degas, le grand rabbin Astruc et le général Mélinet, 1871. Parcours d'une œuvre, 2021. Lucas Nannipiri, À quoi sert l'histoire de l'art, 2021. Sophie O'Connor, Les paysages de Giovanni Segantini, 2021. Olivier Dehaye, James Tissot, peintre de la vie moderne, 1836 à 1902, 2021. Martine Heredia, Antonio Sora, une peinture de l'excès, 2021. Bernard Payès, Michel-Ange et Sinan. Un rendez-vous manqué, 2021. Lou Bodillon-Coutet, Ishikawa Mao, photographe d'Okinawa, 2021. Camille Laura Villet, Les aventuriers de l'abstraction. Au tournant des 19e et 20e siècles, une autre histoire semblait possible. Et si elle l'était encore, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, De l'architecture à l'écologie. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, peinture, tapisserie, timbre et stamp. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, empreinte, influence et emprunt. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Avant-propos. Le livre que nous proposons ici n'est pas une histoire de la peinture allemande au sens habituel du terme. Il se concentre en effet sur une période historique limitée dans le temps, le règne de Guillaume II, 1888 à 1918, en fait la période critique du développement de la peinture moderne en Europe, et sur un point généralement négligé de l'histoire de l'art. À savoir comment le procès de création artistique a-t-il été altéré par la censure ? Dans ce contexte, nous explorerons la question suivante. La censure impériale instaurée par Guillaume II sur les artistes peintres a-t-elle agi potentiellement sur leur style ? Et quelles stratégies les artistes ont-ils adoptées quand ils le pouvaient pour la contourner ? En un mot, comment la censure a-t-elle interféré avec la scène artistique allemande et en particulier avec l'avènement de la peinture moderne en Allemagne au tournant du XXe siècle ? Pourquoi prendre l'exemple de l'Allemagne de Guillaume II et non celui de l'URSS ou de l'ancienne République démocratique allemande, RDA, pour traiter des conséquences de la censure sur le développement de la peinture alors que la censure qu'ont exercé ces pays sur le monde artistique est notoirement connue comme extrême ? C'est tout d'abord une question de proximité culturelle. La peinture allemande nous parle beaucoup plus que celle pratiquée en Russie par les ambulants ou même par les constructivistes, dont il reste peu d'œuvres authentiques et disponibles. C'est aussi, et surtout, une question de recul historique et de qualité de l'information. On connaît peu de choses de la répression stalinienne qui mit fin aux expériences de l'école d'art de Moscou, VUTMA, créée après la révolution de 1917. On connaît aussi assez mal, bien que les choses dans ce domaine évoluent rapidement, l'attitude des artistes d'Allemagne de l'Est vis-à-vis de la censure qui les surveillait étroitement. Certains artistes n'étaient-ils pas eux-mêmes membres de la Stasi, l'équivalent allemand du KGB ? L'Allemagne de Guillaume II, par contre, offre un champ d'études assez large ainsi que le recul historique nécessaire pour interroger à nouveau frais les conséquences de la censure impériale sur la vie culturelle et ses travaux. Nous disons à nouveau frais, car la peinture allemande au tournant du XXe siècle a souvent été comparée à son désavantage à la peinture française. On en a fait des gorges chaudes. Mais a-t-on réfléchi au poids de la censure exercée par les autorités sur les artistes qui conduisit certains d'entre eux, et non des moindres, à restreindre volontairement l'ampleur de leurs expressions picturales ? De plus, et c'est là le cœur de l'ouvrage,
la force créatrice ne peut, au même titre que la liberté, être longtemps bridée. C'est aux stratégies d'évitement, aux ruses et louvoiements diplomatiques des artistes pour faire reconnaître leurs travaux et pour contourner la censure que cet ouvrage est essentiellement consacré. Nous verrons que la combinaison de ces éléments de défense tisse un schéma très proche de nos stratégies modernes d'évitement des conflits. Si l'on considère le poids de la censure sous Guillaume II, les efforts de toutes sortes entrepris par les artistes pour l'alléger, on pourra sans doute possible en conclure que l'introduction de la peinture moderne dans cette Allemagne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle a été un véritable tour de force. Et qui plus est, le combat des artistes contre la censure et en faveur du développement de l'art moderne dans l'Allemagne wilhelmienne prend, par les moyens qu'il utilisera, un aspect universel. On pourrait considérer ces questions comme ésotériques, et finalement sans grande importance dans l'appréciation de l'évolution générale de l'histoire de l'art allemand. Mais il y a danger à n'évaluer les choses que de très haut. Ainsi, les auteurs de l'exposition du Louvre de 2013 de l'Allemagne de Friedrich à Beckmann estimaient que la peinture allemande s'était engagée de longue date dans une évolution quasiment déterministe qui, centrée sur des questions d'identité, aurait débouché sur le nazisme. Cette lecture a été à juste titre contestée. Elle est le résultat d'une vision purement théorique de l'évolution de cette peinture. Une vision qui se refuse à creuser la réalité de la vie des artistes au quotidien, comme quelque chose qui serait trop commun pour être digne d'attention. Ainsi, dans l'index des noms cités de cette exposition, on n'y trouve ni Fritz von UHDE, ni Max Levogut, ni Max Klinger, ni Carl Schmidt-Rottluff, ni Ernst Ludwig Kirchner. Pourtant, tous se sont battus pour la reconnaissance de la modernité. Ils furent avec d'autres, comme nous le montrerons, la chair et le sang de cette lutte pour faire éclore un autre art allemand. C'est au cœur même de cette bataille que se dessine le développement de l'art allemand au tournant du XXe siècle, et non pas seulement dans l'espace de considérations théoriques et idéologiques. Jacqueline Lichtenstein dénonçait ces abus de théorisation dans son ouvrage Les raisons de l'art, en prenant fermement parti pour ce que disent les peintres de leur art contre ce qu'en disent certains historiens d'art. Il en est de même dans cet ouvrage. C'est le combat des artistes que nous décrivons et non l'histoire de présupposés idéologiques. Comme la plupart des œuvres mentionnées dans cet ouvrage peut se trouver facilement sur Internet, notre texte ne contient aucune illustration. Toutes les traductions d'ouvrages en langue anglaise et allemande sont de l'auteur. Dans la mesure où des termes anglais et allemands avaient déjà été traduits et acceptés dans l'usage courant, nous les avons conservés. Il en est ainsi de l'expression du Blaue Reiter qui, en respectant la langue allemande, devrait s'écrire de différentes façons en fonction du contexte grammatical. Introduction. Pour les artistes de tout pays, faire connaître leurs travaux et suggérer d'autres manières de voir le monde a toujours été un combat quotidien. Un combat personnel d'abord, où chacun au milieu de ses doutes, de ses réussites et de ses échecs se fraye un chemin vers la reconnaissance du public lorsqu'elle advient, et un combat, plus global celui-ci, mais tout aussi éprouvant que le premier, où l'artiste se confronte aux pesanteurs et interdits de la société dans laquelle il évolue. Le combat personnel de l'artiste, ce combat avec l'ange comme le caractérise Jean Bazaine dans son ouvrage écrit sur la peinture, est suffisamment et éloquemment décrit par de nombreux artistes pour qu'il soit utile d'y revenir ici. Par contre, le combat de ceux qui se placèrent à l'avant-garde des mouvements artistiques en refusant l'académisme, ses injonctions et la compromission avec les institutions qui le promouvaient, a rarement été considéré par les historiens d'art comme un élément structurant des activités de l'avant-garde artistique. Seule la contribution théorique de ces mouvements à l'histoire de l'art a retenu leur attention. Pourtant, la création artistique ne peut être détachée de l'environnement matériel qui l'a vu naître. Si l'influence engendrée par les conditions sociales sur la création artistique a souvent été analysée, les pressions institutionnelles exercées sur les artistes et la façon dont ces derniers ont résisté, quitte pour certains à modifier leur style, ont rarement fait l'objet d'analyses détaillées. On connaît bien évidemment le cas de Gustave Courbet, qui s'est opposé à la politique des salons de l'empereur Napoléon III, mais finalement sans grandes conséquences personnelles. C'est plutôt son implication réelle ou supposée dans le renversement de la colonne Vendôme qui lui valut des ennuis,
On connaît aussi mieux depuis les travaux de Laurence Bertrand d'Orléac la manière dont les artistes français ont résisté aux diktats de la politique culturelle allemande durant l'occupation de la France. Par contre, on sait encore peu de choses de la résistance des artistes russes, héritiers du constructivisme, à la politique brutale de Staline ou de celle des artistes de la RDA à l'embrigadement des esprits. De même, la résistance acharnée que les artistes allemands ont dû opposer à l'empereur Guillaume II et à sa politique culturelle rétrograde pour s'émanciper d'un académisme que ce dernier, les institutions culturelles qu'il créa et le personnel obtus qu'il mit à leur tête, ont voulu leur imposer, n'a été que partiellement étudié si ce n'est qu'au travers des différentes sécessions, l'équivalent allemand de tous les salons non officiels français. Or si un Courbet pouvait s'opposer à Napoléon III en matière artistique, personne en Allemagne ne pouvait se dresser contre la politique culturelle de l'empereur allemand sans conséquence. C'est que l'Empire allemand, le résultat de la réunion de petites principautés, à l'exception du Grand Royaume de Prusse, Guillaume II en était le roi, dont le poids était prépondérant dans ce nouvel assemblage, était à l'arrivée au pouvoir de Guillaume II en 1888 de création récente, 1871. Afin d'unifier ces anciens États longtemps indépendants et de traditions culturelles différentes, l'empereur et son chancelier Otto von Bismarck considéraient comme de première importance d'unifier l'Empire par le biais d'une politique culturelle ancrée dans les grandes traditions picturales allemandes, celles de Lucas Cranach, le plus allemand des Allemands, d'Albrecht Dürer, de Hans Holbein ou de Caspar David Friedrich, peintre romantique allemand que l'empereur appréciait particulièrement. On comprend alors que toute tentative de vouloir proposer au public allemand une vision artistique du monde différente de celle de l'empereur, et en particulier celle que véhiculait l'art moderne, était tout simplement un acte politique et non pas seulement un acte artistique. L'art allemand sous Guillaume II a souvent été brocardé. Et cela n'est pas sans raison quand on compare les créations picturales allemandes de cette période avec celles de la même période à l'étranger, en France en particulier. Alors que dans notre pays l'impressionnisme finissait, que le néo-impressionnisme le remplaçait, que le fauvisme et le cubisme lui succédaient, l'art pictural allemand ne pouvait se prévaloir d'autre chose que de peintures d'un impressionnisme étriqué et d'un symbolisme attardé. Et pourtant, les artistes allemands étaient conscients des révolutions esthétiques qui se développaient à l'extérieur de leur pays. Les échanges entre artistes allemands et français étaient nombreux comme l'étaient les relations entre galeristes allemands et français. Si les artistes allemands n'ont pu s'inscrire dans cette vague de renouveau esthétique qui touchait toute l'Europe, c'est essentiellement en raison de cette politique culturelle impériale qui rejetait avec force tout ce qui, de près ou de loin, ressemblait à un renouveau esthétique. Comment alors se débarrasser de ce carcan sans antagoniser l'empereur, et en même temps développer un art nouveau et en vivre ? C'est tout l'objet de ce livre de décrire, souvent dans le détail, les obstacles auxquels se heurtèrent les artistes d'avant-garde et les stratégies qu'ils suivirent pour contourner ces difficultés pour finalement rayonner sur la scène internationale avec des mouvements aujourd'hui aussi célèbres que l'expressionnisme ou Der Blaue Reiter, le cavalier bleu. La victoire de ces peintres sur l'oppression culturelle ne sera jamais totale, mais suffisante toutefois pour que l'avant-garde puisse s'exposer et même atteindre la reconnaissance d'un public averti. Mais il faudra attendre les années 1912-1914 pour voir se développer sans crainte l'art moderne. C'est à cette date que se terminera notre étude car l'art allemand, désormais libre de ses développements, n'aura plus à rougir de ses créations. Chapitre 1 L'Allemagne fin de siècle. Bien que l'objet de notre étude porte sur une période limitée de l'histoire de l'art allemand, environ 25 ans si l'on exclut la période des hostilités, 1914 à 1918, on ne peut isoler celle-ci du développement général de l'art allemand qui va de l'académisme et de l'éclectisme des années 1850 à la libération des styles à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Même si la pression exercée sur les artistes par la politique culturelle impériale fut pratiquement inexistante jusqu'à l'avènement de Guillaume II, les artistes se trouvèrent néanmoins embarqués dans un mouvement général de questionnement artistique ancré dans les changements politiques, économiques et sociaux brutaux qui caractérisèrent l'Allemagne de la fondation de l'Empire à 1914 et qui ne manqueront pas de susciter de leur part de vives réactions. Cependant,
la confrontation entre l'art et l'administration impériale ne prit que très rarement une forme politique, c'est-à-dire celle d'une critique ouverte des autorités doublée d'un engagement politique. Les artistes furent plutôt sensibles aux conséquences des changements sociaux qui affectaient l'Allemagne. Aussi, cette confrontation ne se traduisit-elle jamais par la diffusion de brûlots politiques comme ce fut le cas dans d'autres pays, mais plutôt par la production d'œuvres fortes, souvent centrées sur des questions qui agitaient à l'époque la conscience allemande et qui pour certaines d'entre elles sont, à nos yeux de modernes, totalement impénétrables. L'expressionnisme allemand est le meilleur exemple de cette retenue des artistes. Il fut, selon le mot de Jean-Michel Palmier, une révolte qui toucha tous les arts. La littérature, la poésie, le théâtre, la peinture, le cinéma, etc. Et cette révolte épousa toutes les formes de contestation pacifique de l'ordre établi. Les cafés littéraires où poètes et écrivains lisaient ou hurlaient leurs textes de jour comme de nuit. Le plus célèbre de ces lieux était le néopathétique cabaret fondé en 1910, la publication dans des journaux et revues assez confidentielles de poèmes et essais radicaux où engagement dans une vie de bohème, la palme revenant certainement à la poétesse Else Lasker-Schüller dont les habits et les maquillages extravagants préfiguraient les punks. Ces errances dans les lieux les plus malfamés de Berlin n'avaient rien à envier à la dérive dont le mouvement situationniste s'approprie la paternité. Pourtant, on serait bien en peine de trouver dans ces expressions de contestation de l'ordre établi un pamphlet qui aurait la force de celui de Filippo Tommaso Marinelli, appelant dans son manifeste fondateur du mouvement futuriste italien à brûler les musées. Le manifeste de Die Brücke, le premier mouvement radical de l'expressionnisme en peinture, semble en comparaison extrêmement sage et convenu. Un autre exemple, même s'il sort du cadre temporel étudié, est celui de la création du Bauhaus à Weimar en 1919, et surtout son maintien quasi miraculeux compte tenu de l'ambiance de l'époque jusqu'en 1933. Tout l'effort de son fondateur, Walter Gropius, pour maintenir son école à flot fut de lutter chaque jour contre les coups de boutoir du radicalisme politique de droite comme de l'ultra-gauche, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école. Ses successeurs y consacrèrent aussi le meilleur de leurs forces, jusqu'à ce que les nazis ferment définitivement l'école en 1933. Ironie de l'histoire, l'héritage du Bauhaus dont la composante apolitique fut, comme nous venons de le voir, une de ses caractéristiques les plus fortes, fut dans les années 1950 l'objet de luttes politiques, comme le révèlent les tentatives de récupération de son œuvre par la RDA qui considéra d'abord l'école comme un exemple de lutte contre le fascisme avant d'en faire plus tard un foyer réactionnaire. De même, on ne peut citer aucun texte du Bauhaus où celui-ci s'en prendrait violemment aux autorités constituées, ou ferait preuve d'un quelconque prosélytisme révolutionnaire. Encore une fois, la force de ce mouvement se trouvait dans le radicalisme de sa conception de l'éducation, et dans la production d'œuvres qui domineront le XXe siècle sous la forme d'un style qualifié d'international. Quelle conclusion peut-on tirer de ces deux exemples que l'on pourrait bien sûr multiplier ? Essentiellement que l'art allemand, jusqu'à l'arrivée des nazis au pouvoir, ne s'est jamais voulu politique. Il en est différemment de nos jours, où l'art contemporain est à la pointe des dénonciations du silence longtemps gardé par les autorités sur le passé de la nation allemande. Cette attitude réservée des artistes d'alors, qui peut tenir à un certain pragmatisme tendant à éviter toute confrontation directe avec le pouvoir en place, est sans doute l'élément essentiel qui a permis à ceux qui furent confrontés à l'intransigeance de Guillaume II de contourner d'une manière effective la résistance qu'il opposait à toutes les manifestations de l'art moderne. Aperçu de la situation économique, politique et sociale de l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, au début de la Première Guerre mondiale. Une croissance économique sans pareille. Pour comprendre l'évolution de la peinture en Allemagne au cours de cette période, il nous semble nécessaire de planter le décor économique, politique et social qui servit de fond à son développement. Qu'est-ce donc que l'Allemagne autour de 1900 ? En une phrase, une puissance économique de premier plan mais dont le système politique était à bout de souffle, incapable d'accompagner par des réformes nécessaires les forces vives qu'il avait lui-même libérées. Cette puissance économique s'exprime d'abord dans la fulgurante croissance économique allemande entre 1871 et 1914. Celle-ci constitue un véritable marqueur du développement du pays au point que l'on pourrait parler,
si l'on considère le caractère profondément rural de l'Allemagne en 1870 qui laissa le champ libre à une industrialisation rapide, d'un avantage de l'arriération selon le concept développé par l'économiste Alexander Gerschenkron. Cet avantage l'aurait ainsi propulsé au premier rang des puissances mondiales en 1914. Certes, ce miracle de croissance a connu de sérieux à-coups, particulièrement entre 1873 et 1895, période de forte dépression, mais dans l'ensemble les chiffres sont saisissants. Ainsi en est-il d'abord de la population. Entre 1871 et 1914, la population allemande augmenta de près de 65%, passant de 40,9 millions d'individus en 1871 à 67,8 millions en 1914. Dans le même temps, la population française crut de 11%. 37,5 millions d'habitants en 1871, 41,6 millions d'habitants en 1914. Le plus impressionnant, cependant, reste la vitesse avec laquelle l'Allemagne, pays qui avant son unification en 1871 avait été à peine touché par la révolution industrielle, rattrapa son retard. En 1871, la production industrielle de l'Allemagne était comparable à celle de l'économie française, en 1895 comparable à celle de la Grande-Bretagne et, en 1914, l'Allemagne était la plus grande puissance industrielle de l'Europe, la seconde au monde derrière celle des États-Unis. Cette croissance de l'économie allemande s'effectua selon un schéma assez classique. Son moteur en fut l'essor de l'agriculture, dont les réformes de structure de 1807 à 1811 et l'intensification de la mécanisation conduisirent à une forte hausse de la productivité entraînant à la fois de larges surplus agricoles exportables sur les marchés mondiaux et un excédent de main-d'œuvre disponible pour l'industrialisation à venir. Cet essor de l'agriculture profita d'abord aux Junkers, aristocrates prussiens et grands propriétaires terriens, occupant en général un grade élevé dans l'armée. Ils en retirèrent un renforcement de leur possession domaniale par un rachat accéléré des terres aux petits propriétaires fonciers, et surtout un renforcement de leur capacité financière et donc, en dernier ressort, de leur influence politique. À l'inverse, de nombreux petits exploitants et ouvriers agricoles durent quitter leurs terres pour chercher fortune ailleurs. En raison de la diminution des postes de travail dans l'agriculture, plus de 2 millions de personnes allèrent travailler dans les villes entre 1850 et 1870. À ceci vint s'ajouter, sans qu'on puisse dire s'il s'agit exclusivement d'une population d'origine rurale, une forte émigration interne qui contribua aussi à la croissance urbaine. 400 000 personnes entre 1871 et 1875 et pratiquement 2 millions entre 1876 et 1896. Le flot d'émigration se tarit substantiellement après 1895, en raison de la forte croissance économique entre 1895 et 1914. Du fait de ces évolutions, la structure socio-professionnelle du marché de l'emploi se modifia profondément. Ainsi en 1882, 42,5% des Allemands étaient employés dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche et 35,5% dans l'industrie, les mines et la construction. En 1907, ces chiffres s'inversent. 42,8% de la population travaillait dans l'industrie et les activités similaires et seulement 28,6% dans l'agriculture et les activités connexes. On ne pourrait mieux souligner le basculement rapide d'un pays à dominante rurale vers un pays à dominante industrielle. Le corollaire de cette inversion de tendance fut le bouleversement du rapport ville-campagne. Alors qu'en 1871, 63,9% des Allemands vivaient dans des hameaux de moins de 2000 habitants, ce nombre s'effondra à 39,9% en 1914. Ce changement structurel affecta en priorité les grandes villes. Ainsi, en 1871, on comptait 8 villes de plus de 100 000 habitants. En 1910, on en dénombrait 48. Dans ce contexte, Berlin exemplifie cette brutale montée en puissance de la population des villes. En 1861, on y recensait 529 000 habitants. En 1871, on en dénombrait 824 000 et 2 ans plus tard, la population de Berlin atteignait le chiffre de 900 000. En 1877, le million était dépassé et à la veille de la Première Guerre mondiale, Berlin comptait 2,1 millions d'habitants, 3,7 millions avec sa banlieue,
soit une population équivalente à celle de Paris. De 1871 à 1914, donc en un peu plus de 40 ans, la population de la ville triplait, soit une croissance linéaire constante d'environ 5% par an. Pour accueillir cet afflux de population, il était nécessaire que la capacité d'absorption des villes soit renforcée par un apport proportionnel d'infrastructures, habitat, voirie, électricité, écoles, santé et autres. Et c'est le second volet de ce miracle allemand, l'industrialisation de l'Empire à marche forcée. On sait que ce qu'il est convenu d'appeler la révolution industrielle a tout d'abord commencé en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'industrie textile et sa mécanisation qui entraîna de profonds changements structurels de l'économie de la Grande-Bretagne et propulsa celle-ci à la fin du XIXe siècle à la première place des nations industrielles, place que vint lui ravir l'Allemagne au début du premier conflit mondial. L'essor de l'industrie allemande, en comparaison, commença relativement tard et dans un tout autre domaine. C'est en effet le développement du chemin de fer qui fut dans les années 1840 à l'origine du processus d'industrialisation. Au cœur de ce processus se trouve le système bancaire allemand qui, alimenté par l'argent des larges surplus agricoles, dont la contrepartie financière était déposée en banque par les Junkers, ne se contenta pas seulement d'un rôle d'intermédiation financière, c'est-à-dire de financer l'économie par le biais de prêts garantis par les actifs des investisseurs, mais investit aussi directement dans les secteurs qui lui semblaient les plus profitables. Le développement ferroviaire comptait parmi ceux-ci. Ainsi en 1850, l'Allemagne comptait 5853 km de lignes, en 1890, 42 053 km et en 1910, 59 362 km, soit une multiplication par 10 du kilométrage de lignes posées en 60 ans. Comme le textile pour l'Angleterre, cette croissance des réseaux de transport, condition sine qua non d'une intégration territoriale réussie du nouvel empire allemand, entraîna la croissance de l'industrie de l'acier, du charbon nécessaire à sa production et de l'industrie mécanique. Quelques chiffres donnent à voir l'ampleur du phénomène. En 1913, l'Allemagne produisait 191,5 millions de tonnes de charbon comparé à 40,8 millions en France. En 1900, la production d'acier de l'Allemagne était le double de celle de l'Angleterre. Mais l'industrie lourde ne fut pas la seule concernée. Les industries électriques et chimiques connurent une croissance massive dès 1880. En 1914, l'Allemagne était en tête de toutes les nations pour la fabrication de produits pharmaceutiques et fournissait au monde environ 50% de tous les équipements électromécaniques. Ces succès, l'Allemagne les doit aussi à la politique de son gouvernement qui privilégia la constitution de larges monopoles, les cartels, dans certains secteurs stratégiques, favorisa la libre concurrence dans les autres secteurs et élimina les barrières douanières pour stimuler les exportations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.